Alors, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle conférence pratique dentaire. Ce soir, nous allons parler du sourire, cet élément sur lequel nous travaillons quotidiennement. Avec le fait de soigner, rendre le sourire ou permettre de sourire est l'un de nos objectifs principaux pour nous chirurgiens dentistes. Mais nous perdons parfois dans nos critères d'esthétique sans réellement tenir compte de l'impact ou de la demande du patient. Alors, quelle est la perception pour le patient du sourire? Les critères esthétiques varient-ils en fonction des cultures, des ethnies? Quelles sont les dimensions psychologiques véhiculées par le sourire? Quels bienfaits procure-t-on? De multiples questions sur ce pouvoir du sourire. Et pour y répondre, j'ai invité Madame Marie-Françoise Salès, qui est professeure certifiée de philosophie et docteur en philosophie. Elle est enseignante au lycée. Et elle est autrice aussi d'un livre original sur le sourire, intitulé Des sourires et des hommes, une approche philosophique, qui est publié chez Bayard en 2020, que l'on peut retrouver, en tout cas en librairie, c'est un petit peu plus difficile puisque il est en rupture de stock, mais on peut le retrouver certainement dans de nombreuses bibliothèques. Avant de lui donner la parole, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous poser des questions en cliquant sur l'icône QR qui est en bas de votre écran. On y répondra à la fin de la conférence. Voilà, Marie-Françoise, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à tous. Des études scientifiques ont déjà montré tous les bienfaits que les soins dentaires pouvaient apporter en termes de santé, de confort de vie et d'intégration sociale. Celles et ceux dont les dents sont saines peuvent manger sans douleur, correctement, ce qui induit une meilleure santé et une meilleure qualité de vie. Mais ce que je me propose de montrer ce soir, c'est que les soins dentaires, parce qu'ils facilitent les sourires, ont un impact positif sur l'exercice et la reconnaissance de la liberté, et donc sur la vie démocratique. Pour percevoir de beaux sourires, il faut que ceux-ci puissent s'épanouir de façon spontanée. Et pour que cette spontanéité existe, il ne faut pas être dans le contrôle de son visage. Or, quand on a mal aux dents, ou qu'on n'aime pas ses dents, quand on craint le jugement d'autrui, on tient sa bouche close et si l'on sourit, on essaie de garder le contrôle de ce sourire. Celui qui a la possibilité de sourire sans retenue, parce qu'il n'a pas mal aux dents et parce qu'il ne craint pas de déplaire pour des raisons esthétiques ou des raisons sociales, est davantage sûr de lui et plus capable d'exprimer sa joie en souriant. Mais il trouve aussi la possibilité de renouer ou de rester en contact avec la liberté. Et lorsqu'il sourit, son sourire rappelle à ceux qui le croisent que quelque chose qui est de l'ordre du souffle, de l'intelligence et de la liberté existe. Bien sûr, ceux dont les dents sont entretenues euh, trouvent plus facilement du travail, gagnent en confiance en eux. Mais je pense qu'il y a plus et que ces personnes souriantes ouvrent tout spécialement un chemin vers la liberté en révélant à ceux qui le perçoivent que la liberté existe. Ces personnes participent au développement de l'empathie, cette émotion précieuse dans une démocratie où il faut que les citoyens apprennent à se soucier de leurs concitoyens afin de bâtir un bien commun. Donc, telle est l'hypothèse que je me propose de vous présenter aujourd'hui et de défendre. Dans un premier temps de la réflexion, on peut se demander pourquoi il est si important de prendre soin du sourire. Eh bien, je crois que la réponse est simple, c'est parce qu'il n'y a rien de plus humain que le sourire. On appelle sourire une expression faciale élémentaire et caractéristique. En effet, sur le plan physiologique, un seul muscle de la joue, le zygomatique majeur, suffit pour sourire. Lorsqu'il se contracte, un coin de la bouche se soulève et si à cette contraction s'ajoute le mouvement du muscle orbiculaire, alors des rides apparaissent autour des yeux. La simplicité en fait physiologique du sourire explique qu'il soit une expression faciale élémentaire chez les êtres humains. Euh, le médecin Guillaume Duchesne de Boulogne, au XIXe siècle, a étudié particulièrement les sourires et a montré que
Alors que le zygomatique est un muscle facile à maîtriser, il est beaucoup plus difficile de contrôler les muscles orbiculaires, enfin le muscle orbiculaire, et c'est la raison pour laquelle les sourires spontanés, qui sont aussi appelés sourires authentiques, sont des sourires qui font apparaître non seulement la contraction du grand zygomatique, mais aussi les petites rides au coin des yeux. Voilà. Et ces sourires spontanés, ces sourires authentiques, eh bien, on les a appelés, en mémoire de Duchesne, les sourires Duchesne, justement. Alors, ce qu'on peut constater dans un premier temps, c'est que lorsque le sourire se produit sur un visage, il a un effet positif, joyeux. Et pourtant, il n'est pas du tout évident que le sourire exprime toujours une émotion joyeuse ou un ressenti positif. Nous le savons, un sourire peut traduire une profonde mélancolie, il peut traduire de l'agacement, de la gêne, un sentiment de supériorité, de colère. Il peut être pathétique, séducteur, irritant, et la liste est encore longue. En fait, le sourire se teinte des différentes nuances de nos émotions. Il peut être doux, agressif, timide, éclatant, franc, en coin. La liste n'est pas exhaustive, là encore, mais elle permet de prendre conscience de la richesse de ce phénomène d'expression faciale qu'est le sourire. Il y a peut-être une forme de simplicité physiologique dans le sourire, mais il s'agit d'un phénomène complexe qu'il est légitime d'interroger. Alors, la complexité du sourire ne tient pas seulement au fait qu'il peut exprimer une multitude d'émotions, mais aussi au fait qu'il peut les cacher. Comme il est possible de contrôler facilement le zygomatique, l'enfant humain apprend très rapidement à sourire, ou au contraire à réprimer son sourire en fonction des sociétés et des époques. Donc, en fonction des sociétés et des époques, le sourire peut être perçu comme malséant ou recommandé. Les êtres humains sourient non seulement en fonction d'une grande variété d'états d'âme et d'émotions, mais aussi en fonction de règles sociales diverses qu'il faut savoir respecter pour appartenir à un groupe humain ou à une société humaine. Par exemple, aux États-Unis, le sourire éclatant, dents blanches et impeccablement alignées est un signe de réussite sociale et personnelle. Mais en Russie, au contraire, les visages souriants sont interprétés davantage comme étant un aveu de faiblesse. Le psychologue Dumas n'hésite pas à appeler sourire la contraction de certains muscles de la queue chez la pie, par exemple. Et il explique que chaque espèce animale exprime, à travers la contraction du muscle qui est le plus aisément mobilisable dans son espèce, donc l'animal exprime par là un état de bien-être assimilable à la mimique faciale qui se dessine sur le visage d'un être humain. De plus, des études portant sur la petite enfance ont montré que les muscles permettant de sourire se constituent in utero. Un nouveau-né est donc capable de sourire dès la première heure après sa naissance. On peut également noter que Charles Darwin, dans un livre qui s'appelle L'expression des hommes et des animaux, remarque que des grands singes peuvent sourire et l'éthologie actuelle le confirme, qui repère en fait, par exemple, de la part des grands singes, un sourire qui réagit par exemple à des chatouillements. Voilà. Donc, tout cela étant posé, il semble donc qu'il soit probable, il est tout à fait probable, que l'ancêtre commun des hommes et des singes a souri et sourit. C'est pourtant la diversité et le poids de l'éducation, donc la diversité des sourires et le poids de l'éducation dans le sourire humain différencient ce sourire des manifestations de bien-être chez les animaux. Et je crois qu'on est quand même obligé, malgré tous ces éléments précédemment cités, de constater qu'il y a bien une spécificité humaine du sourire. Alors, cette spécificité humaine du sourire
on peut en approfondir le sens grâce à l'ethnologie. Il est remarquable de constater en effet que le sourire a été travaillé dans différentes cultures. Et si le sourire a été travaillé dans différentes cultures, c'est d'abord pour marquer l'appartenance à un groupe humain particulier et l'éloignement par rapport à la nature. Donc, les mutilations dentaires additives ou soustractives, mais aussi les tatouages gingivaux, la teinture des dents, la pose de bijoux sur les dents, eh bien, toutes ces techniques ont pour principal objectif de gommer ce que le sourire humain peut avoir de bestial. Alors, par exemple, on va limer les canines, c'est une pratique très souvent observée, y compris dans notre société, pour enlever une impression d'agressivité lorsque le sourire découvre les canines. Mais paradoxalement, il peut s'agir aussi de tailler les dents de telle sorte qu'on ressemble le plus possible à un animal totem. Et c'est le cas, par exemple, donc ici, vous voyez une femme au Vietnam qui a les dents laquées. Euh, voilà, des dents taillées, donc au Cameroun. Euh, En fait, ressembler le plus possible à un animal totem, bah, ça, c'est effectivement montrer son appartenance à une société humaine qui s'identifie avec cet animal totem, mais qui se distingue de tout ce qui est, de tous les autres animaux qui se trouvent dans la nature. Euh, Dans la société occidentale, on retrouve également bien, la même distinction euh, qui se fait à travers les dents, en fait. Enfin, l'importance du signe distinctif que représentent les dents. Euh, En effet, euh, les classifications suivent des caractéristiques dentaires. Alors, évidemment, sourire dans une société occidentale, dans la société occidentale, sourire avec des dents blanches et bien alignées, c'est un signe de santé et d'appartenance à une classe sociale élevée. Mais la signification du sourire et de la qualité des dents est aussi un indicateur psychologique. La photo que vous voyez ici, c'est une photo de grills. Donc, et ces grills ont été en particulier popularisés par Madonna, qui dans les années 2010, en fait, a beaucoup montré, enfin, a beaucoup utilisé ces bijoux, ces bijoux de bouche, on va dire, voilà. Et cette utilisation signale toujours une volonté de se démarquer des autres par l'originalité, l'audace individuelle. Elles sont aussi une marque de richesse, hein. Montrer une dent en or, avoir des parures dentaires coûteuses, ben, ça n'est pas réservé, ça n'est pas possible pour tout le monde, pour toute la peau, pour tous les individus. Euh, mais je voudrais souligner néanmoins, parce qu'on pourrait se dire que là c'est très individualiste, alors que dans les sociétés traditionnelles il s'agit plus d'appartenir à un groupe humain particulier, mais je tiens à souligner ici que même dans le cas de l'utilisation des grilles, euh, il me semble que ces personnes trahissent une volonté de contrôle sur leur propre corps. Et ce qui rejoint la volonté de s'écarter de la naturalité, en fait. C'est une façon d'habiller son sourire et de le rendre moins naturel et davantage social, en fait, et davantage humain. Alors, il est vrai que dans toutes les sociétés humaines, la qualité de la dentition que le sourire révèle est le signe de l'état de santé, de l'âge et bien souvent du niveau social de l'individu. C'est pourquoi, d'ailleurs, la perception d'un sourire peut conduire au rejet de la personne qui sourit, soit parce qu'on rejette le clan ou le groupe social euh, qu'on considère comme étant un ennemi ou alors comme un inférieur, soit qu'on rejette ces sourires pour se démarquer donc de ces personnes. Ne pas aimer le sourire de quelqu'un, c'est le signe d'un rejet de l'autre en fonction d'un certain nombre de préjugés sociaux. Et je crois que l'action d'un dentiste vise très souvent à éviter un tel rejet. La deuxième chose qu'on peut remarquer,
en ce qui concerne la société occidentale, c'est que dans cette société occidentale, la présentation de soi et la représentation de soi d'ailleurs aussi ont beaucoup d'importance. C'est la raison pour laquelle celui qui évite d'ouvrir la bouche en riant ou en souriant parce qu'il montre des dents abîmées, lorsqu'il rit et lorsqu'il sourit, éprouve une gêne qui peut même devenir une honte. Et je crois ici nécessaire de faire un petit détour philosophique pour expliquer précisément ce que c'est que ce sentiment de honte. Parce qu'on peut penser que la honte, c'est juste un sentiment social qui touche de façon superficielle notre être, parce que le jugement des autres est porté sur nous. Et on peut penser que ce jugement des autres reste extérieur à nous. Or, si on observe, enfin, si on lit attentivement, en particulier les travaux de Jean-Paul Sartre, qui a beaucoup réfléchi sur la notion de honte, eh bien, on se rend compte que dans la honte, il y a quelque chose qui est le regard de l'autre est intériorisé. Sartre disait que autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. En fait, ce qui se passe, c'est que la manière dont les autres perçoivent mon sourire, eh bien, me révèle à moi-même ce que je suis. Donc, on n'a pas du tout affaire dans la honte à un sentiment qui serait superficiel et qu'il conviendrait d'effacer, par exemple, je sais pas moi, par une sorte de méthode Coué ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Mais en réalité, le regard que les autres portent sur mon sourire ben, me révèle à moi-même, par exemple, que eh bien, je n'ai pas pris soin de mes dents, par exemple, que euh, je songe ici, par exemple, à euh, donc, enfin, la femme de Napoléon Bonaparte, la première femme de Napoléon Bonaparte, Joséphine de Beauharnais, qui avait les dents gâtées à cause de l'usage du sucre et qui ne souriait pas parce qu'elle avait certainement honte de ses dents et qui mettait un éventail pour éviter qu'on la voie. Moi, je crois que pendant l'épisode, par exemple, du Covid, ben, il y a beaucoup de gens qui étaient soulagés parce que grâce au masque, eh bien, personne ne pouvait constater l'état de leurs dents. Voilà. Alors tout ça pour dire que la qualité de la bouche et des dents importe au sujet lui-même, mais dans son rapport à lui-même. Et que c'est pas qu'une question d'apparence en fait. C'est aussi une question de conscience de soi et voilà, de prise de conscience de ce que nous sommes. Alors, nous sommes dans une société dans laquelle le sourire s'affiche, dans lequel le sourire s'expose et même se surexpose. Hein. Il est omniprésent, le sourire, sur les affiches électorales, dans les publicités, sur les photos d'Instagram. Et il se trouve que comme il est directement visible, euh, puisqu'il se trouve sur un visage, eh bien, il a une autre caractéristique, le sourire, qui cette fois-ci n'est absolument pas propre à la société occidentale. Le sourire, d'une manière générale, est une mimique qui est universellement reconnue, en fait. C'est-à-dire que tous les êtres humains sont capables de percevoir un sourire sur le visage de celui qui lui sourit, même si cette personne n'appartient pas à la même culture. Donc, euh, qu'est-ce qui a conduit, en fait, notre société à afficher le sourire de cette manière? Qu'est-ce qui a conduit notre société occidentale à faire comme si il était normal de sourire? Parce que le sourire a une histoire. Et cette histoire montre qu'il n'a pas toujours été normal de sourire. Et que, euh, alors, cette histoire, en fait, elle a un historien propre qui est un historien britannique qui s'appelle Colin Jones. Et j'aimerais vous parler en fait de Colin Jones, justement. Bon, voilà. Alors, Colin Jones, il a montré que durant tout le XVIIe siècle, c'est-à-dire durant la période classique, c'est le XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, on a fait la chasse au sourire. Et pourquoi est-ce qu'on a fait la chasse au sourire? Pour plusieurs raisons. Alors, Colin Jones explique qu'il y a d'abord des raisons culturelles qui sont liées au fait que le sourire a longtemps été pensé, et donc au XVIIe siècle c'était le cas, comme étant soumis au rire, en fait, comme étant dans la même catégorie du rire. Je ne sais pas si vous avez déjà été attentif, mais sourire, ça veut dire ce qui est en dessous du rire.
Voilà. Et donc, le rire lui-même, eh bien, souffrait d'une sorte de mésamour au XVIIe siècle, parce qu'on considérait en fait que le rire était incontrôlé. Et donc, il n'était pas convenable pour un gentilhomme de sourire, de rire, pardon, de rire. Et donc, par définition, par suite, de sourire, puisque le sourire était considéré comme étant un rire, en fait. Voilà. Donc, un rire discret, disent les textes de l'époque. Donc, il y a eu toute une tradition d'éducation qui conduisait en fait à la maîtrise de tous les orifices corporels. Donc rire en fait c'était presque assimilé, c'était exactement comme un P en fait, hein. C'était aussi horrible pour les gentilshommes, voilà, hein, de rire que de péter en fait. Donc vous voyez, pour vous dire un petit peu. Et à cela s'ajoute culturellement aussi à la cour, je pense que vous l'avez déjà perçu, à la cour, on utilisait beaucoup les fards. Et ces fards étaient figés, le visage. Donc c'est vrai que si vous souriez ou si vous riez, ça fragilisait votre masque qui était complètement détruit. Et donc c'était pas du tout aimé à la cour de sourire. Et bien souvent, comme bien souvent, en fait, la société a essayé de se calquer sur les mœurs de la cour. Et donc, la société, la bonne société, a essayé d'imiter les usages de la cour et donc a tenté, en fait, d'enlever le sourire des visages. Le sourire était, surtout le sourire bouche ouverte d'ailleurs, était réservé en fait aux fous, voilà, aux personnes qui avaient perdu la raison, par exemple à cause de l'ivresse. Et vous voyez ici sur le tableau qui s'affiche, eh bien, que la rixe des musiciens, mais en fait, il y a un musicien là qui est sur la droite et qui sourit en montrant ses dents. Ben, le fait même qu'il sourit le désigne comme étant quelqu'un qui est incapable d'être raisonnable et de se maîtriser, en fait. Alors, le sourire, il était réservé donc aux fous, il était réservé aussi aux enfants, aux catégories sociales pauvres et aux vulgaires, en fait, hein, on va dire comme ça, hein, aux vulgaires. Colin Jones explique que c'est la raison pour laquelle, durant toute cette période classique, eh bien, les peintres vont choisir de représenter le sourire bouche fermée, bouche close, et non pas bouche ouverte, parce que, encore une fois, ce sourire bouche ouverte eh bien, manifeste trop la présence des dents et de leur état. Alors, le régime facial de l'Ancien Régime, c'est celui de l'impassibilité. Euh, Qu'est-ce qui va se passer au XVIIIe siècle? Colin Jones parle de révolution du sourire. Et cette révolution du sourire, elle n'a pas seulement une date, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle en France, la seconde moitié du XVIIIe siècle en fait, elle a aussi un lieu qui est Paris. Alors, il y a des choses qui se passent et qui sont très intéressantes à Paris. Alors d'abord, il y a le sourire sur le plan philosophique commence à être dissocié du rire. C'est-à-dire on commence à ne plus parler, quand on parle du sourire, on parle de quelque chose qui est distinct du rire. Donc, si le rire est toujours soupçonné, eh bien, le sourire l'est beaucoup moins. D'autre part, au XVIIIe siècle, comme vous le savez déjà certainement, eh bien, émerge une dentisterie préventive avec en particulier, donc voilà, vous avez donc celui qui est à l'origine de la dentisterie, hein, des chirurgiens dentistes, avec un livre qui s'appelle Le chirurgien dentiste, qui paraît en 1728. Il s'agit de Pierre Fauchard. Ce qui se passe à Paris, c'est que, donc, qui est un Français, hein, Pierre Chauffard est un Français, et à la suite de cela, de ce développement technique de la dentisterie, eh bien, il y a de plus en plus de dentistes qui s'installent, et en particulier qui s'installent dans la capitale. À cela, ajouter au XVIIIe siècle le fait qu'il y a des salons. L'art de la conversation se développe avec des salons, mais aussi on va dans des cafés, on va dans des jardins et on discute. Or, pour discuter, le sourire, parce qu'il est une mimique silencieuse, est tout à fait indiqué plutôt que le rire. Donc, toutes ces choses mises les unes avec les autres, enfin, additionnées les unes aux autres, vont faire que le sourire va
quasi entièrement se développer. Voilà. Et va s'épanouir dans un sourire dont, ben, je pense, on peut dire que Colin Jones est tombé amoureux. C'est le sourire d'Elisabeth Vigée-Lebrun. Et donc ce sourire c'est un autoportrait d'Elisabeth Vigée-Lebrun qui porte sa fille avec dans ses bras. Et ce sourire manifeste, selon Colin Jones, il symbolise toute la révolution du sourire dont il parle. Alors le problème, c'est que cette révolution du sourire, elle se produit vraiment en France et elle se produit au XVIIIe siècle. Et comme tout se passe comme s'il y avait eu à ce moment-là une sorte de parenthèse enchantée. Et cette parenthèse enchantée, eh ben, elle va cesser avec la Révolution française. Et Colin Jones explique que le cri des révolutionnaires ne va plus du tout de pair avec l'amabilité requise dans l'art de la conversation, donc des salons au XVIIIe siècle. Donc, le cri des révolutionnaires et puis aussi toute autre sorte de choses. Par exemple, les dentistes ne sont plus du tout considérés de la même manière. À partir de la Révolution française, en fait, on commence à parler des arracheurs de dents. Donc, les dentistes commencent à avoir mauvaise presse. Donc, les gens vont moins chez le dentiste et donc, il y a un autre critère qui joue, c'est que on commence à assimiler, en fait, à cause des travaux de Lavater, on commence à assimiler les expressions faciales à des traits de caractère. Et ça, c'est très ennuyeux. Par exemple, Lavater, il va essayer de voir qu'est-ce qui fait la, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas une physionomie de criminel, par exemple, voyez. Donc en fait, ça devient hyper dangereux de montrer ses émotions. Et autant le XVIIIe siècle, au moment de la révolution du sourire, eh bien, prônait les émotions et la sensibilité et disait qu'il fallait éprouver, il fallait montrer ses émotions, eh bien, autant ensuite, les visages vont se refermer parce que la sensibilité est jugée comme étant presque dangereuse, en fait, hein. Exprimer sa sensibilité, exprimer ses émotions paraît comme étant dangereux. Alors, à mon avis, à mon sens, on peut parler d'une deuxième révolution du sourire. Et à mon avis, cette deuxième révolution du sourire, elle apparaît dans la société occidentale dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors, l'inflation du sourire, elle est représentée ici par une œuvre de Warhol que vous connaissez bien sûr certainement. Et en fait, il faut savoir que cette inflation des sourires, elle s'explique d'abord, c'est très important, par la démocratisation des soins dentaires. Ça, c'est évident. Mais aussi parce que nous sommes dans une société où l'expression des émotions et l'image de soi devient centrale. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, encore aujourd'hui, pour rendre les personnes attentives à un discours, il faut jouer du pathos en fait. Il faut leur dire à quel point on est troublé, à quel point on est ému, à quel point on est tellement heureux. Voilà, il faut montrer ça. Et ça commence déjà à la fin dans la deuxième moitié du XXe siècle. Euh, Ce qui se produit également, c'est que la société devient une société de consommation. Or, le sourire, c'est quelque chose de vendeur, en fait. Voilà. Si vous voulez vendre quelque chose, vous le vendrez mieux en souriant que si vous faites la tête. Donc, en fait, le sourire va devenir quelque chose comme un outil facile pour vendre. Et il faut noter que ce sourire n'est précisément pas un sourire spontané. C'est précisément pas un sourire authentique. C'est simplement un sourire de façade. Et c'est pourquoi les artistes ont dénoncé ce sourire de façade en montrant qu'en fait, il y avait un problème en fait. Cette duplication du sourire qui est rendue possible en plus avec l'évolution de la photographie, hein, avec l'apparition et l'évolution de la photographie, eh bien, est problématique. Parce que avec le sourire authentique, avec la multiplication des sourires de façade, on va dire, hein, quelque chose s'est perdu. Le sourire apparaît comme étant une sorte de coquille vide qui est utilisée comme simplement une vitrine séduisante. Et la dénonciation par les artistes de cette multiplication des sourires, eh bien, dévoile en creux ce que c'est qu'un véritable sourire. Et ça dévoile en creux la nécessité de trouver un sens
du sourire, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter en fait à des faux semblants, à des mascarades de sourire, si je puis dire. Voilà. Nous avons beaucoup à perdre, de fait, si nous ne pouvons voir de véritables sourires. En effet, sourire, voir des sourires, c'est extrêmement important au sein même d'une société, parce que cela rappelle à ceux qui voient le sourire que la liberté existe. Alors, c'est la raison pour laquelle nous allons maintenant passer à une interrogation concernant la perception du sourire. Qu'est-ce qui se passe lorsque je perçois un sourire? Lorsque je perçois un sourire, en fait, je vais essayer de vous le montrer. Ce que je perçois, c'est quelque chose qui relève de l'intelligence et de la liberté. Alors, il y a de très rares textes philosophiques qui sont consacrés au sourire. Mais ces textes philosophiques consacrés au sourire, eh bien, figurez-vous, ils l'associent à la sagesse. Pour, par exemple, le philosophe Alain, eh bien, le sourire n'est pas du tout l'attribut des fous, des personnes superficielles. Elle est l'arme des sages. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on regarde quelqu'un sourire, on se sent rassuré. Le sourire abolit la méfiance et la violence. Il permet également d'instaurer une sorte de mise à distance, parce que quand on regarde quelqu'un sourire, on peut toujours s'interroger sur la raison pour laquelle il sourit. Donc, on est introduit dans quelque chose qui est de l'ordre d'un métatexte, en fait, hein, quelque chose qui est de l'ordre de la réorganisation du réel par la pensée. Alors, un autre philosophe, qui s'appelle Nietzsche, va aussi associer le sourire à la sagesse, mais à une forme particulière de sagesse. Alors, voilà ce que Nietzsche écrit dans un ouvrage qui s'appelle Humain trop humain, Humain trop humain. Plus l'esprit devient joyeux et sûr de lui-même, plus l'homme désapprend le rire bruyant pour apprendre un sourire plus intellectuel, signe de son étonnement devant les innombrables charmes cachés de cette bonne existence. Ainsi, pour Nietzsche, la joie de l'intelligence, la jouissance, l'affirmation de soi et du monde correspondent au sourire. Comment donc le sourire a-t-il pu devenir euh, un élément qu'on pense non plus comme étant sous le rire, mais comme étant au-dessus du rire? Alors je vais proposer une explication qui paraît une explication assez simple, mais qui va nous permettre de comprendre pourquoi c'est si important de voir des sourires, en fait. En fait, il est assez évident, en règle générale, le sourire emporte l'empathie. Et on le voit en particulier, hein, parce que lorsqu'il s'inscrit sur une face humaine, mais aussi lorsqu'il s'inscrit sur un visage non humain, eh bien, nous avons tendance, nous qui contemplons ces sourires, à euh, humaniser la face souriante. Alors, c'est ce qu'on voit par exemple avec cet exemple très simple, hein. Le Shiba Inu, c'est une espèce de chien qui est considéré comme étant un chien souriant. Voilà. Et le Shiba Inu, il a une bonne tête. Voilà. Il a une bonne tête, il emporte l'empathie, tout comme par exemple ce sourire de, qui a été, donc c'est une photo en fait qui a été primée, hein, qui a reçu un prix. C'est une photo qui montre que lorsqu'on voit un sourire sur une face, eh bien, on en arrive à considérer en fait que l'animal qui sourit ainsi est un véritable personnage. Donc c'est même, ça va plus loin que que la simple sympathie. Voilà, c'est véritablement de l'empathie. On a l'impression qu'on a affaire à un personnage et donc à une personne qui s'apparente à une personne humaine. Donc, si ce mouvement empathique est observable chez les personnes, enfin, par rapport aux animaux, encore plus, a fortiori, l'est-il davantage sur une figure, sur un visage et sur une face humaine. Qu'est-ce qui se passe en effet quand on voit un sourire? Quand on voit un sourire sur la face de quelqu'un, eh bien on a l'impression qu'il y a une intériorité,
que cette personne est habitée, si vous voulez, qu'il y a un esprit, qu'il y a quelque chose qui l'habite à l'intérieur d'elle-même. Et quelle que soit la réalité que l'on veut bien prêter à cette intériorité, eh bien, il est, je crois, absolument évident de dire que percevoir un sourire nous donne, nous semble en tout cas, nous donner accès à cette intériorité. Alors que ce soit vrai ou faux, parce que nous l'avons vu, le sourire peut être masque, mais d'une manière générale, eh bien, le sourire a été d'ailleurs utilisé dans l'art pour montrer eh bien, son, l'intériorité des personnes qui sourient. Alors, le sourire emporte l'empathie et la sympathie, et c'est pour ça que Dale Carnegie, qui est une sorte de, de premier coach en fait, a montré en fait dans son livre qui s'appelle Comment se faire des amis que bah, le sourire c'était vraiment la meilleure recette, non seulement pour vendre, mais aussi pour s'attirer la sympathie des gens. Et il a fait remarquer qu'en plus, même quand on ne voit pas les gens sourire, on les entend sourire à au son de leur voix, en fait. Voilà. Si on cache la bouche de quelqu'un, eh bien, on peut savoir que cette personne sourit uniquement en l'entendant. Donc, il y a une puissance extraordinaire du sourire qui fait que, eh bien, nous avons de la sympathie pour la personne qui sourit. Alors, j'aborde maintenant une chose qui est un peu plus difficile pour moi, parce que, en fait, je vais essayer de vous montrer que penser quand on regarde quelqu'un sourire, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de cette personne, eh bien, c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir poser la possibilité de l'existence de la liberté. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le montrer et je vais donc ici vous expliquer tout simplement eh bien, ce qu'il en est à propos de la liberté. En fait, pour pouvoir penser la liberté, c'est-à-dire pour pouvoir penser la possibilité d'une libre volonté, d'accord? Pour penser la possibilité de s'autodéterminer, il faut nécessairement penser qu'il n'existe pas qu'une seule substance, mais qu'il y en a deux, en fait. Voilà. Si vous pensez que tout est matériel, si vous considérez qu'il n'y a pas d'autres substances, on dit ça, c'est un terme philosophique, mais voilà, si vous pensez que toutes les choses sont constituées par de la matière, eh bien, ou d'ailleurs, si vous pensez que toute chose n'est constituée que par une seule, voilà, qu'il n'y a qu'une seule substance, eh bien, jamais vous ne pourrez penser la possibilité de la liberté. Pour penser la libre volonté, par exemple, ben, il faut poser l'existence de l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit? Ben, l'esprit, c'est ce qui s'oppose à la matière, précisément. Alors, vous pouvez l'appeler la âme, mais bon, voilà, substance spirituelle ou encore substance pneumatique, si vous voulez utiliser un terme grec, voilà, qui signifie le souffle, l'esprit, l'âme, pneuma. Alors, c'est la raison pour laquelle, c'est parce qu'il faut penser l'esprit et pas seulement la matière. Donc, c'est la raison pour laquelle le philosophe Spinoza, par exemple, est quelqu'un qui ne peut pas accepter l'idée que le libre arbitre existe, que la liberté existe. La liberté est comprise comme libre arbitre. Pourquoi? Parce que le système de Spinoza est un système dans lequel il n'y a qu'une seule substance. Voilà. Il n'y a pas deux substances. Et en plus, sans même parler de matière ni rien, il n'y a qu'une substance selon Spinoza. Et donc, pour appuyer encore mon analyse, je voudrais juste vous suggérer quelque chose, c'est que le philosophe contemporain Sartre, dont j'ai déjà parlé, eh bien lui, il pense aussi la liberté. Mais pour penser la liberté, comme il est matérialiste, c'est-à-dire qu'il pense que tout n'est constitué que de matière, ben, il est obligé de poser l'existence d'une autre. Alors en philosophie classique, on appellerait ça une substance. En fait, il est obligé d'envisager une dualité, et donc à la matière, il associe eh bien, le néant. Et c'est pour ça que le grand livre de Sartre s'intitule L'être et le néant. En fait, c'est cette dualité qui rend possible la pensée même de la liberté. Alors maintenant, après ce détour, je voudrais vous permettre de réenvisager ce que c'est que le sourire. En fait, le phénomène qu'est le sourire, c'est l'occasion. Alors, ça ne veut pas dire que ça se produit toujours, mais c'est l'occasion pour celui qui perçoit le sourire
de saisir quelque chose qui échappe à la matière. Alors, par exemple, on le voit dans le sourire de l'humour. Quand les gens sourient et qu'ils ont beaucoup d'humour, eh bien, euh, ils révèlent en fait euh, qu'il y a quelque chose à comprendre d'autre que le sens, par exemple, littéral d'une phrase. On associe d'ailleurs très souvent l'humour avec le trait d'esprit, hein. Pour avoir de l'humour, bah, il faut de l'esprit, il faut de l'intelligence. Et donc, de la vivacité d'esprit également. Donc, le sourire, en fait, il donne accès à ce jeu qui est un jeu de l'esprit, en fait. Voilà. On peut également penser à un auteur qui s'appelle Vladimir Jankélévitch, qui explique que, euh, ça m'a beaucoup frappé parce que en lisant Jankélévitch, en relisant Jankélévitch, je me suis rendu compte qu'en fait, il définissait la conscience comme étant le sourire de l'esprit. C'est quand même une très belle métaphore. En fait, il utilise le sourire pour, euh, pour parler de la pensée, pour parler de la conscience, pour parler de la pensée. Ce qui nous invite indirectement à penser le sourire autrement que comme uniquement lié à nos émotions ou à nos ressentis ou à quelque chose qui est de l'ordre du déterminisme social. En fait, pour Jean Kelevitch, le sourire, c'est l'occasion de saisir ce qu'il appelle un je ne sais quoi. Alors, c'est quoi le je ne sais quoi? C'est difficile à définir le je ne sais quoi, et d'ailleurs, Jean Kelevitch dit on ne peut pas le définir de manière rationnelle parce que le je ne sais quoi est un presque rien. Ce qui nous occupe ici, donc là, je vais vous mettre donc un texte extrait du Je ne sais quoi et du presque rien de Jean Kelevitch, où on voit que Jean Kelevitch utilise très 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 souvent, donc, par exemple dans ce texte, l'image du sourire pour parler du je ne sais quoi en fait. Alors qu'est-ce que c'est que le je ne sais quoi? Le je ne sais quoi, il apparaît dans, par exemple, le charme, il apparaît dans les gestes gracieux et dans le sourire. Euh, il est perceptible sans qu'on puisse le définir. Et il est quelque chose de bien réel parce qu'en fait, nous en remarquons la présence et nous recherchons sa présence lorsqu'il manque. Voilà. C'est le cas, par exemple, quand on regarde un spectacle de danse, ben, on a envie d'avoir voilà, de la grâce, en fait, et donc on a envie de saisir le je ne sais quoi. Pourvu que nous soyons attentifs au phénomène qu'est le sourire, nous sommes donc conduits à constater que les sourires, quelle que soit la façon dont on les interprète, sont toujours le signe que quelque chose existe qui échappe à la matérialité des corps. Et c'est la raison pour laquelle les sourires sont souvent le signe de révolte ou de résistance. Alors, par exemple, vous voyez l'exemple, c'est une photographie extrêmement connue d'un homme qui s'appelle Georges Blin, qui est mort à Auschwitz. Mais ce cliché a été pris juste après son arrestation, alors on avait fait une mise en scène macabre pour lui. Et donc, il est devant le peloton d'exécution et en fait, il sourit. Mais ce sourire de Georges Blin, il a été utilisé après 1945 par la résistance pour justement symboliser même la résistance. Alors, j'aimerais ici brièvement rappeler que, d'une manière générale, en art, la sculpture, les portraits souriants donnent toujours un sentiment, une impression de liberté, une impression de légèreté. Il y a une sorte d'apesanteur qui nous extrait de la matière et on le voit particulièrement, par exemple, donc, avec donc, des sculptures religieuses, mais aussi des kouros athéniens et enfin cette sculpture de Bouddha. Voilà. À chaque fois qu'on voit un sourire, même lorsque le sourire n'est pas authentique, même lorsqu'il est un simple masque, eh bien, il est également l'occasion d'une expérience éthique. Parce que quand on perçoit un sourire, on expérimente l'altérité. Voir un sourire, voir l'autre sourire, eh bien, c'est comprendre qu'on n'est pas seul au monde, qu'il y a un autre et que cet autre est un être doté de liberté. Le sourire, c'est donc l'occasion d'une rencontre. Et cette rencontre, parce que c'est une rencontre avec l'altérité de l'autre, qui est un être libre,
nous ouvre à l'inattendu. Voilà. Alors, le sourire permet de comprendre la liberté et ça a beaucoup, beaucoup d'importance, par exemple, dans le domaine de la démocratie. Alors, pour explorer donc cela, je vais prendre appui sur l'œuvre d'une philosophe contemporaine américaine qui s'appelle Martha Nussbaum. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les émotions démocratiques. Et Martha Nussbaum, ce qui l'intéresse, c'est comment faire pour que nous puissions éduquer les futurs citoyens de telle sorte qu'ils deviennent des amoureux de la démocratie et qu'ils permettent à la démocratie de s'épanouir. Alors, selon Martha Nussbaum, il faut cultiver un certain nombre d'émotions, mais en particulier, il faut cultiver l'empathie. Elle parle de l'âme et elle dit que la meilleure éducation qui soit, c'est celle qui rend attentifs les jeunes à ce qui est de l'ordre de l'esprit, de l'âme. Alors le mot, je crois, il ne faut pas l'entendre avec une connotation religieuse. Et je vous dis la définition que Martha Nussbaum retient du mot âme et donc du mot esprit. Elle prend cette définition chez le pédagogue Tagore, le pédagogue indien Tagore. Donc voilà ce qu'est l'âme ou l'esprit. Les capacités de pensée et d'imagination qui nous rendent humains et font nos relations humaines et riches, plutôt que des relations de simple usage et de manipulation, eh bien c'est cela l'âme, c'est cela l'esprit. Donc, une démocratie a besoin que les citoyens puissent connaître l'empathie. Et il se trouve que le sourire est particulièrement indiqué pour cela. Parce que naturellement, nous reconnaissons les sourires lorsqu'ils apparaissent sur le visage d'un être humain, parce que naturellement, nous sommes portés à être attentifs au visage souriant, parce que naturellement, ce que nous voyons se dessiner sur un visage, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la respiration et de l'esprit. Que le sourire d'ailleurs soit effectué bouche ouverte ou bouche close. Voilà. Alors Martha Nussbaum, elle prône dans son ouvrage et dans sa philosophie, elle prône une éducation par ce qu'elle appelle les humanités et les arts. Alors les humanités, c'est tout ce qui est philosophie, langues anciennes, et puis les arts. Alors ça ne veut pas dire bien sûr que l'enseignement scientifique doit être évacué ou minimisé, absolument pas, mais ça veut dire que selon elle, il faut vraiment apprendre aux futurs citoyens à faire attention aux autres, à prendre soin des autres, à être attentif au bien commun. Voilà. Et ce que je voudrais suggérer, moi, c'est que peut-être qu'une éducation au sourire serait aussi la bienvenue dans le cadre d'une éducation démocratique, en fait. Voilà, tout simplement. Et donc, la capacité à reconnaître nos concitoyens comme étant nos égaux, elle passe aussi par la reconnaissance de leur sourire et donc par la possibilité que chaque citoyen sourit de façon libre et spontanée, lorsqu'il le souhaite, sans crainte, donc comme nous l'avons déjà expliqué. Alors, très rapidement, pardonnez-moi, très rapidement, je voulais juste vous dire que cette idée selon laquelle il faut cultiver le sourire pour parvenir à une société démocratique, eh bien, c'est une idée qui a été déjà développée par le philosophe Henri Bergson dans un texte très court qui s'intitule De la politesse et qui est de façon assez révélatrice un texte que Bergson a écrit pour des élèves qui recevaient des prix au lycée. Donc c'est pour des lycéens. Voilà, c'est un texte pour les lycéens dans lequel Bergson explique à des jeunes gens qui viennent de passer leur bac avec donc une mention humanité précisément, dont parle Nussbaum, qu'il est extrêmement important d'apprendre aux gens à sourire et donc de leur permettre de sourire. Pourquoi? Alors, il ne parle pas de sourire directement, mais le sourire fait partie des codes de la politesse. Donc, parler de politesse, c'est nécessairement envisager eh bien, la codification du sourire, en fait. Voilà. Et Bergson, donc, dans ce texte, va distinguer deux types de sourire. Un sourire de politesse, qui est la politesse des manières. La politesse des manières, correspond au sourire de façade. Et ce sourire de façade, ma foi, il est là juste pour dire, eh bien, je témoigne à quelqu'un, par mon attitude, que je suis attentif à lui, que je le prends en considération. Mais ce sourire, qui correspond à la politesse des manières, doit être dépassé par
un sourire qui se rattache cette fois-ci à ce que Bergson appelle la politesse de l'esprit. Le sourire de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la possibilité de montrer à l'autre, à travers mon sourire, que non seulement je suis attentif à ce qu'il dit, mais que je suis capable de m'oublier moi-même, de renoncer à moi-même pour écouter ce qu'il a à me dire. Enfin, il y a un troisième type de politesse qui est la politesse du cœur. Et là aussi, la politesse du cœur, elle s'associe avec un type particulier de sourire. Cette politesse du cœur produit, dit Bergson, sur les âmes l'effet d'un rayon de soleil. En fait, cette politesse du cœur, c'est la bonté, tout court, jointe à l'intelligence. Et Bergson précise en fait que, eh bien, il faut montrer en fait que progressivement, en passant du sourire des manières, donc de la politesse des manières, à la politesse de l'esprit, puis à la politesse du cœur, eh bien, on pourra constituer une véritable république des esprits et qu'on pourra vivre donc dans dans une société que Bergson appellera à la fin de sa vie une société ouverte. Voilà. Alors, ceux que ça intéresse peuvent aller voir dans l'ouvrage qui s'appelle Les deux sources de la morale et de la religion. Voilà. Alors, pour conclure, je voudrais simplement vous expliquer, enfin reprendre en fait, l'idée selon laquelle quand une personne sourit et quand une personne surtout prend soin de son hygiène, de sa santé dentaire, elle prend garde à sa santé physique, elle prend garde aussi à son bien-être, elle prend soin de son intégration sociale, mais elle prend soin aussi de son intégration politique, au sens fort du terme. Et le sens fort du terme politique, ça veut dire que on construit un bien commun, on travaille à ce bien commun. Et de ce point de vue, je trouve que le travail que fournissent les chirurgiens dentistes est assez remarquable, parce qu'en fait, ils participent justement à la construction de ce bien commun, parce que quand un chirurgien dentiste donne à quelqu'un la possibilité de sourire sans gêne physique ni douleur, ni crainte d'être jugé par rapport à sa dentition, eh bien, il redonne à son patient accès à la liberté, accès à sa vie sociale, à sa vie spirituelle et à sa vie politique, c'est-à-dire à la vie d'un être capable de liberté et voué à la liberté. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Françoise, pour toutes ces références historiques, philosophiques, de nous avoir donné toutes les multiples facettes que nous apporte le sourire.